On est en train de virer fou, là. Mathieu Bock-Côté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre Martineau, Bock-Côté. Alors, Mathieu, l'injonction de McGill pour faire démanteler le fameux campement sur le campus a été rejetée sous prétexte qu'il faut respecter la liberté d'expression de ses militants. C'est drôle, hein, la liberté d'expression des professeurs, par contre, qui, je sais pas, remettent en question la théorie du genre. Ils peuvent perdre leur job, eux autres, parce qu'ils font ça. Eux autres, leur liberté d'expression, on les protège pas, mais on protège la liberté d'expression des militants dans des tentes. Ça, c'est bien important. Moi, je suis scié parce que Dieu sait que la question de la liberté d'expression me semble être une des plus importantes aujourd'hui, sinon la plus importante même quelquefois. C'est-à-dire, c'est la possibilité de remettre en question les dogmes, de possibilité de remettre en question en fait, toute évidence qui se présente à nous et qui voudrait se dérober à la critique. Mais là, on fait passer, sous le couvert de la liberté d'expression, le droit au squat. On fait passer sous le couvert de la liberté d'expression le droit au vol de la propriété d'autrui, le droit de s'emparer du bien d'un autre, le droit d'occuper une maison, occuper un territoire, occuper un lieu qui ne t'appartient pas, mais parce que la cause qui te porte est si noble, eh bien, on n'a pas le droit de te dégager. J'en parlais en éditorial il y a à peu près une heure. Si les militants, je sais pas si tu te souviens, une bande qui s'appelait La Meute, fin des années 2010, début des années 2020, si La Meute décidait de faire un squat de cette manière, un campement à McGill ou à l'UQAM ou ailleurs, sous prétexte d'une cause qui se veut très importante, est-ce qu'on aurait alors la même défense du droit à occuper l'espace public? On dirait non, il faut dégager ces intolérants au plus vite. Donc, dans les faits, puis avec raison, soit dit en passant, parce que moi, je reconnais à personne le droit de squatter. Mais là, parce que la cause plaît à une certaine intelligentsia médiatique, juridique, médiatique, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On a une forme de complaisance immense pour ce campement. J'ai même lu une journaliste, je ne sais plus où, dans quel journal, nous expliquer que non, c'est pas du tout, c'est pas antisémite du tout, pas du tout, vous inquiétez pas. C'est même, c'est des camps tout à fait généreux, c'est presque des scouts. Alors, moi, ce que je dis, c'est que, soit vous acceptez l'occupation de l'espace public au nom d'une cause, quelle qu'elle soit vous l'interdisez, quelle qu'elle soit, mais vous ne triez pas en fonction de la cause que vous appréciez, oui ou non. Puis au même moment, c'est quand même l'essentiel, la liberté d'expression, la vraie, elle est piétinée comme jamais. Des profs peuvent se faire virer parce qu'on a vu le cas de Patrick Provost à Québec, avec qui on peut être en désaccord complet, mais il se fait virer pour ça. S'il fallait virer tous les profs qui fourquent des théories farfelues, on viderait les départements de sciences sociales et de sciences humaines. Il faut bien s'entendre. Donc moi, je trouve qu'il y a à travers ça une hypocrisie immense. C'est pas la première fois, mais sur le coup, je trouve que c'est particulièrement brutal. Et hypocrisie de la part de ces militants, parce qu'on le dit, là, c'est les militants d'extrême gauche qui campent devant McGill, qui, eux, en ont rien à cirer de la liberté d'expression des autres. Ce sont eux qui militent pour faire retirer des livres des bibliothèques des universités. Ce sont eux qui militent pour faire annuler des conférences. Ce sont eux qui militent contre des professeurs qui osent véhiculer des idées avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Eux, la liberté d'expression, ils s'entorchent. Mais quand, par contre, leur liberté d'expression, c'est très important. Mais ça, c'est vraiment la gauche dans toute sa splendeur. Alors, je te donne un exemple français, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la gauche radicale, la France insoumise. La mouvance de LFI est une mouvance particulièrement liberticide et portée sur la censure. Ce sont des gens de LFI qui veulent faire fermer CNews, la boîte pour laquelle je bosse. Je dis pas ça parce que j'y bosse, je dis ça parce que vouloir faire fermer une chaîne télé parce qu'on n'aime pas la ligne éditoriale qu'on lui prête, c'est quand même fou. C'est la gauche radicale qui ne cesse d'en appeler aux tribunaux pour poursuivre ceux dont elle n'aime pas les propos sous prétexte qu'en France, on dira tel propos, ce n'est pas de la liberté d'opinion, c'est un délit. C'est la gauche qui, à Paris, mène une campagne pour interdire décider de faire interdire la campagne publicitaire pour le livre Transmania. C'est la gauche qui multiplie, qui en Belgique, on l'a vu, a fait intervenir les policiers pour interdire un colloque des nationaux conservateurs européens. Et tous ces gens-là, quand par ailleurs une conférence de Rima Hassan, la candidate que certains associent au Hamas sur la liste de la France insoumise, mais bon,
qu'elle soit associée au Hamas ou non, à tout le monde qui représente la gauche très, très pro-palestinienne, dans une université. Là, il y a eu une interdiction, parce qu'apparemment, la raison était la suivante, des conférences politiques dans les universités, c'est pas permis, bon, qu'importe. Eh bien là, la gauche est mobilisée pour la liberté d'expression comme jamais en disant qu'il fallait la défendre à tout prix, qu'elle était menacée, et ainsi de suite. Donc moi, j'en suis arrivé au fil du temps à me dire que la gauche a des principes variables. Lorsque ça la sert, elle sort certains principes. Lorsque ça la dessert, elle range certains principes. Et pourquoi? Parce que j'essaie de comprendre. C'est parce que la gauche est à elle-même son propre principe. La gauche, c'est la norme. La gauche, c'est le bien. La gauche, c'est le juste. Donc, si pour que la gauche progresse, il faut A, on dira A. Si pour que la gauche progresse, il faut non A, on va dire non A. La logique n'est pas celle de la non-contradiction. La logique est celle du progrès d'une idéologie. Wendy Mesley, journaliste émérite, une expertise, une expérience incroyable. Je pense que ça faisait 20-25 ans qu'elle travaillait pour la CBC. Dans une réunion de production, même pas en ondes, dans une réunion de production avec son équipe, elle est en train de travailler sur un documentaire, je crois, sur l'indépendantisme au Québec, etc. Elle cite le titre du livre de Pierre Vallière, Nègre blanc d'Amérique. Elle perd sa job. Elle perd sa job. Bonjour, la liberté d'expression. Pendant ce temps-là, ces gens-là qui sont sur une université avec un camp militaire quasiment qu'ils ont construit, qui disent la Palestine sera libre du fleuve à la mer. On sait ce que ça veut dire. C'est l'éradication d'Israël. Eux, on protège leur liberté d'expression. C'est une liberté d'expression à deux vitesses, là, Mathieu. Avec cette originalité, je me rappelle Wendy Mesley, parce que des gens sont portés à sa défense. Hein. Mais quand elle a été... elle s'est prononcée sur sa controverse, eh bien, elle a dit, ces gens-là qui me défendent, j'en veux pas, ça l'a dit. Ils comprennent mal mon affaire. Moi, je suis pas propre, mauvais défenseur, j'en veux pas. Et là, je t'avouerai que c'est une chose qui m'agace un peu, qui m'agace de plus en plus même, c'est qu'une certaine gauche qui pense à Robert Lepage. Moi, j'ai une grande estime pour Robert Lepage. Mais quand il s'est fait censurer par les militants indigénistes et des coloniaux autour de Canada, de mémoire, puis d'une autre pièce, eh bien là, de l'autre spectacle, là, il a dénoncé ceux qui l'avaient soutenu. Il est comme si ces gens-là, je n'en veux pas, puis il a remercié inversement ces censeurs qui l'avaient corrigé en disant merci de m'avoir fait progresser, laissé à moi-même, j'étais enfermé dans mes préjugés. Et ça nous rappelle qu'une certaine gauche, son principal souci, c'est de rester à gauche. Et si pour rester à gauche, on doit renier ce qu'on a dit la veille, on va renier ce qu'on a dit la veille. Et si on doit dénoncer ceux qu'on traite de réactionnaires qui l'ont défendu, on va les défendre, on va préférer son propre censeur que l'allié réactionnaire supposé du moment. Écoute, c'est arrivé ici, Sophie Durocher, ma compagne, elle prend la défense d'une fille, une Québécoise qui a écrit un livre sur la sexualité. Elle parlait de sexualité aux enfants dans ce livre-là. Le livre a été brûlé par une républicaine aux États-Unis. Il a vraiment brûlé au lance-flammes. Et là, Sophie a dit, écoutez, ça n'a pas de sens de brûler des livres. Puis elle prend la défense de cet auteur-là, puis ça n'a pas d'allure. Puis qu'on soit d'accord ou pas d'accord, je défends un principe, la liberté. Et là, elle veut avoir à son émission à Cube l'auteur de ce livre-là. Puis la fille a dit non, je refuse de parler à Sophie Durocher. Elle a dit des choses, puis elle a écrit des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Elle vient de te défendre. Non, mais voilà. Ah. Non, mais voilà. Non, mais ces gens-là, c'est une catégorie plurielle, je généralise, mais je pense que j'ai raison de le faire, ne croient pas à la liberté d'expression, considèrent qu'on ne peut débattre que dans la mesure où on est dans le périmètre de la raison autorisée qui s'appelle la gauche. Et si on n'est pas de gauche, eh bien, ça ne vaut même pas la peine d'entendre le point de vue, parce que ce point de vue est en lui-même vicié en étant pas de gauche. Ça, je pense qu'il va falloir se faire à l'idée. C'est assez désagréable, mais qu'on est devant des gens qui fondamentalement considèrent qu'il y a deux types d'êtres humains. Les gens de gauche et ceux qui ne le sont pas. Et ceux qui sont de gauche, ils ont la révélation. C'est une révélation quasiment religieuse. Et ceux qui sont pas de gauche, eux, soit refusent la révélation, soit ne l'ont jamais eue, soit ne la comprennent pas. Mais dans les trois cas, ça vaut pas la peine de fonctionner avec eux parce que c'est le bois mort de l'humanité. Ce sont des déchets humains qui voient mal les choses. Donc, et ça, on commence à le voir assez souvent. Le débat public est ainsi structuré
autour de ceux qui fixent des critères de respectabilité exclusifs. Donc moi, personnellement, avec le temps, j'ai appris à m'en ficher un peu. Vous voulez pas nous parler très bien, mais oui. je vous défendrai malgré vous, parce que vous, au-delà de votre petite personne insignifiante, il y a une cause importante qui se joue à travers vous, mais ne pensez pas un seul instant que je vous estime personnellement. Vous êtes des censeurs. Mais, parce que le principe est plus important que votre petite personne, je défendrai le principe. Mathieu, tous les matins, je fais le même rituel. Je prends mon petit espresso et après ça, je lis mon Figaro, qui est mon journal préféré en France. Il y a toujours des textes intéressants et j'ai vu ce matin un texte sur le livre, un nouveau livre de Philippe Val sur l'importance de l'humour et il critique, il pourfend l'esprit de sérieux de notre époque. Et justement, là, ces radicaux-là, là, tu peux reconnaître un radical à son manque total de sens de l'humour. Ah oui, mais moi, tu connais la scène dont je t'ai souvent parlé, mais qui est une de mes scènes préférées dans Le Nom de la Rose, hein, quand Sean Connery est à la recherche du tome 2 de mémoire de la comédie d'Aristote, puis là, il rencontre le vénérable Yorg, qui n'aime pas l'idée de la comédie. Il dit « Le rire déforme le visage de l'homme et lui fait paraître comme un singe », bon, c'est ça. Et puis là, à un moment donné, l'argument avance, puis là, l'argument du vénérable Yorg, le Christ n'a jamais ri! Bon, pour moi, ça, c'est un homme de gauche. C'est-à-dire, un homme de gauche, c'est quelqu'un qui adhère immédiatement à ses principes et l'humour lui semble inconcevable. Parce que qu'est-ce que c'est le rire? C'est tellement un principe, mais tu vois la part d'absurde qu'il y a là-dedans. Tu vois le double sens. Tu vois la possibilité de moquerie. Or, le fanatique adhère inconditionnellement et au premier degré à son principe, à son discours, à sa thèse, à sa doctrine. Donc, de ce point de vue, ils veulent dégommer les humoristes, les vrais humoristes. Et là, je pense, par exemple, à Guy Nantel chez nous. Guy Nantel, qui est quand même un type exceptionnellement talentueux, la petite coterie des humoristes du régime. Dire non, parce lui, il rit des choses sur lesquelles on n'a pas le droit de rire. C'est mal. Roxane la banane, son nom me fait rire chaque fois que je le prononce, qu'on a vu, qui a émergé avec la pandémie, mais qui est drôle. Ensuite, je devine qu'elle doit même se moquer de nous autres. Elle doit penser qu'on est des conservateurs un peu vieillissants. Bon, mais m'en fiche. Elle est drôle, mais elle rit de l'interdit. Or, le progressisme obligatoire est révérencieux. Il est pieux. Hein, c'est comme ces gens-là, moi, c'est comme ils font leur recyclage comme autrefois on se signait de manière tout à fait religieuse. C'est je fais mon religieux. Puis ils ont l'impression de faire des gestes religieux à chaque moment. Il n'y a pas de distance chez eux. Et voilà pourquoi, non, moi je suis très... Philippe Val a tout à fait raison dans son livre. Et plus, je pense que c'est Shaftesbury qui disait autrefois, le rire est le premier décapant contre les révolutionnaires. Je suis d'accord avec ça. Ben c'est ça, et ces gens-là ne peuvent pas, tu sais, si tu ris, mettons, de la théorie du genre, et bon, et Dieu sait qu'il y a matière à rire là-dedans, les autres, là, ils prennent ça comme un affront, incapables d'avoir un recul, un deuxième degré. Oui, puis incapable de se moquer d'eux-mêmes aussi. Moi, je reconnais quand même une vraie qualité à ceux qui sont capables d'autocritique, et non seulement d'autocritique, mais de moquerie envers soi-même. Et c'est l'avantage, je dis souvent, c'est l'avantage d'avoir des convictions de naissance plutôt que d'avoir des convictions d'un converti. Quand on a des convictions de naissance, eh bien, on a appris à se moquer, en fait, des convictions qu'on a toujours eues, puis on se trouve quelquefois ridicule avec tout ça. Quand on se convertit tardivement à des idées, eh bien, lorsqu'on les achète en bloc, puis on n'a pas envie de se convertir à la version molle. On veut acheter, on veut la version dure, on veut l'alcool fort, on veut l'alcool excitant. Et dès lors, celui qui rit est celui qui ne va pas jusqu'au bout de la conversion. Et on ne lui pardonne pas. Et je note par ailleurs, il y a en France, je sais pas si tu le connais, il y a un humoriste exceptionnel qui est sur les ondes d'Europe 1 chaque matin, c'est Gaspard Proust. C'est probablement un des humoristes les plus décapants qu'il y a en France aujourd'hui. Et je note que pour cela, il est très souvent diabolisé par les humoristes du régime sur le service public qui, eux, pratiquent non pas un humour décapant, mais un humour rituel du régime contre les ennemis officiellement désignés. On connaît ça par cœur. Écoute, je connais Guy Nantel, je le connais personnellement, et Guy me dit, écoute Richard, là, on peut aller prendre un verre ensemble, moi puis toi des fois, puis se voir, mais je te le dis tout de suite, là, ça ne m'empêchera pas de faire des blagues sur toi si ça me tente.
et de rire de toi en spectacle. Tu ne seras pas protégé. C'est-tu clair? Et ça, c'était une de ces lois qui me dit, je dis, OK, c'est correct, parce que lui, il rit autant des gens de droite que de gauche. Il rit pas rien que du camp en face. Il rit aussi de son propre camp. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. On se reparle demain. Bonne journée. Salut.